dans les échos de ce matin, Jacques Hubert Rodier écrit « Hollande sur la pointe des pieds en Chine. L'avenir n'est pas radieux, mais il est en Chine », écrit l'éditorialiste des échos. François Hollande effectue sa toute première visite dans ce pays qui lui est apparu lors de sa campagne électorale de 2012 comme un adversaire. Mais à Paris, on veut voir dans ce déplacement éclair la première visite d'un chef d'État étranger depuis l'arrivée au pouvoir il y a 5 semaines de Xi Jinping, le début d'une nouvelle ère dans les relations franco-chinoises qui devrait relancer un partenariat global stratégique plutôt moribond selon Jacques Hubert Rodier. Il faut dire qu'en Chine, la France demeure un petit acteur avec une part de marché en contraction et un déséquilibre énorme dans ses échanges commerciaux. Et le président, en seulement 37 heures de visite, dont quelques heures d'entretien avec le nouveau président, ne redressera pas la barre. Il est regrettable dans ces cas-là qu'il ne suive pas l'exemple allemand. Alors souvenons-nous de ce qu'écrivait Montesquieu dans l'Esprit des lois, 1748, cité par Stéphanie Balme dans La tentation de la Chine. « Aucun homme renseigné ne peut ignorer l'Empire céleste ». Eh bien, voici qu'avec nos invités, nous allons essayer de nous renseigner avec à la fois Montesquieu et vous-même. Donc, Tamara Lui, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du bureau parisien du Tsingtao Daily, journal de la diaspora chinoise, dont le bureau principal est situé à Hong Kong, un journal en chinois uniquement, que l'on lit en Chine. Aujourd'hui, je pense que éventuellement, c'est plutôt le tremblement de terre à Sichuan. Sans doute, la visite de Hollande ne fera pas la une. Et le Tsingtao Daily, on le lit en Chine ? Non, on ne le lit pas, parce que tous les médias étrangers, y compris ceux de Hong Kong, sont bannis de la territoire de la Chine. Mais je croyais que Hong Kong avait réintégré la Chine. On considère encore comme un territoire outre-mer ou étranger. Voilà, en compagnie également de cette émission de Françoise Lemoine, bonjour. Bonjour. Conseiller au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Vous êtes chercheuse également sur la Chine contemporaine à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de L'économie de la Chine aux éditions de La Découverte. Et puis nous sommes avec Emmanuel Linco, bonjour. Directeur de la chaire des études chinoises contemporaines à l'Institut catholique de Paris, rédacteur en chef de la revue Monde Chinois Nouvelle-Asie. Et vous publiez tout début mai, nous avons eu les épreuves, Esquisses de Chine aux éditions Belin. Alors voilà, imaginons, commençons très simplement, reprenons, aucun homme renseigné ne peut ignorer l'Empire céleste. D'abord, Tamara Lui, imaginez que François Hollande vous appelle à l'instant, il a atterri en Chine là il y a à peu près 3 heures, et vous dise qu'est-ce qu'il faut bien que je dise au président chinois. Je pense qu'il ne faut pas faire de... Premier mot, il ne faut pas dire qu'on va faire du commerce avec vous. Je pense que c'est pour serrer les mains, recréer la relation entre la France et la Chine. Les Chinois, pour l'instant, je veux dire, dans notre culture, une visite, venez d'aussi loin, c'est toujours amical. On souhaite la bienvenue de notre hôte. Et en même temps, je pense que faire des économies avec les Chinois, c'est souvent, faut qu'ils soient très, très, très longtemps. Il faut entamer les négociations depuis longtemps. 37 heures, il est 37 heures, Tamara, lui. C'est pas assez. Surtout, c'est que c'est pas Obama. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même notoriété et réputation que le président américain. Donc, la presse en parle très peu. Je pense qu'ils vont citer sur la 2e, 3e page. Et surtout, c'est que la presse chinoise qui parle beaucoup, c'est quand leur président visite à l'étranger. Et qui reçoit les présidents d'autres pays, on en parle très peu, peut-être même pas à la une, à mon avis. Dans l'ouvrage d'Emmanuel Linco et également dans celui de Stéphanie Balme, on insiste beaucoup sur l'idée qu'on n'est jamais assez poli avec les Chinois et que faire assaut de politesse, vraiment, est considéré comme une marque de respect par les Chinois. Il faudra qu'il soit donc, François Hollande, si poli qu'il n'évoque pas la question des droits de l'homme ? Surtout qu'on connaît très bien son caractère. Donc, c'est pas cette astuce de parler d'un sujet aussi épineux. Et surtout que les Chinois, pour l'instant, ils s'afferment davantage leur régime politique. Ils savent très bien que tous les dirigeants occidentaux qui arrivent chez eux, qui donnent une leçon. Au bout d'un moment, on a marre. Et les Chinois qui veulent bien qu'on parlait d'autre chose. Pourquoi pas la culture ? Et pourquoi pas l'art de vivre ? Pourquoi pas parler un peu de tout ce qui se passe autour de nous, au lieu de rentrer tout de suite dans un sujet aussi sérieux. Oui, mais avouez qu'il y a tout de même une distinction. Angela Merkel ou John Major, en leur temps, et aujourd'hui le Premier ministre britannique, parlent très volontiers de la question du Tibet, et ils ne subissent pas pour autant de sanctions commerciales. Pourquoi nous n'en parlons pas en ayant peur que nous subissions des sanctions commerciales que les autres ne subissent finalement pas? Angela Merkel est un bon exemple. Ah, justement, c'est ça la position délicate du pays comme la France, et que les Chinois constatent que la France, avec les Chines, ils ont beaucoup de similitudes. Les Chinois pensent que les Français ont dû comprendre leur pensée
leurs idées. Donc, ce n'est pas un Français qui donne des leçons, qui fait la morale. Alors, les Chinois pensent que la France est probablement plutôt un partenaire, ou plutôt un ami, un allié, que plutôt quelqu'un qui le contredit. Alors, Françoise Lemoine, ça y est, donc la première erreur a été commise, parce que contrairement justement au voyage de François Hollande en Inde, où on insistait bien sur l'idée que ce n'était pas du tout un voyage commercial, que c'était un voyage de courtoisie pour faire connaissance, là, on est plus ouvertement dans l'idée que ce voyage de François Hollande ressemble un peu à la méthode, au fond, de Nicolas Sarkozy, voyage de VRP. Vous confirmez ? Écoutez, effectivement, les voyages des présidents de la République française ont traditionnellement cette vocation. Ils apparaissent comme un moyen de promouvoir les grandes entreprises françaises. Je ne suis pas absolument certaine que la relation entre les voyages présidentiels et les performances commerciales sur un marché soit très forte. Je ne suis pas sûre que si on faisait des relations statistiques entre les deux, on ait une corrélation extrêmement forte. En tout cas, je n'ai pas l'impression que les performances françaises sur le marché chinois aient particulièrement souffert de la diplomatie française à l'égard de la Chine. On reviendra sans doute sur ce sujet, mais les performances françaises en Chine, elles sont effectivement pas à la hauteur de celle de l'Allemagne, mais je crois que c'est plutôt l'Allemagne qui est l'exception. Mais parce que l'Allemagne y va souvent. C'est-à-dire qu'Angela Merkel y est allée, je crois, 12 fois, 2 fois l'an dernier, et longtemps. Mais il y a effectivement entre la Chine et l'Allemagne des relations commerciales qui sont exceptionnellement fortes parce que l'économie allemande, le système productif allemand, les entreprises allemandes répondent à la demande de l'économie chinoise en matière de biens d'équipement. Alors c'est quoi les secteurs allemands en Chine par rapport aux nôtres ? Eh bien, c'est beaucoup de machines-outils, beaucoup d'équipements industriels, beaucoup de voitures aussi parce que c'est assez étrange, mais le poste le plus dynamique des importations de la Chine en provenance d'Allemagne ces 10 dernières années, c'est les voitures de luxe. Donc, on voit qu'il y a entre ce que produit l'Allemagne et ce dont a besoin la Chine, une correspondance qui ne joue pas à ce point entre la France et la Chine. Mais les performances françaises en Chine, elles sont dans la moyenne de celles des pays européens, que ce soit l'Italie, la Grande-Bretagne. Notre écart avec l'Allemagne s'est beaucoup creusé sur le marché chinois, plus encore que sur le reste du monde. Mais on est toujours avant les Anglais, avant les Italiens, et on ne fait pas moins bien qu'eux. Alors pourquoi insiste-t-on sur ce mot, qui est un des maîtres mots de ce voyage, l'idée d'amorcer un rééquilibrage des échanges commerciaux, Françoise Lemoine ? Parce qu'il faut toujours regarder tout de même attentivement ce qu'il y a dans le convoi présidentiel, des voyages présidentiels. Et évidemment, on se doute bien que tout de même, s'il ne faut pas trop que ça ressemble à un voyage de VRP, ça a quand même toute l'allure. Il y a Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports et de l'économie maritime. Il y a Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Martine Aubry, qui avec Jean-Pierre Raffarin sont jugés par la presse chinoise, je crois, surtout Jean-Pierre Raffarin, les chefs pompiers de la diplomatie française en Chine. Donc tout de même, que doit-on rééquilibrer ? On doit essayer de rééquilibrer les échanges, parce qu'effectivement, les échanges sont très déséquilibrés au détriment de la France. Notre micro rouge. Notre déficit avec la Chine est le plus gros. Il a même dépassé le déficit que nous avons avec l'Allemagne. Donc, on comprend que un des objectifs de la stratégie française en Chine, ce soit d'essayer de rééquilibrer les échanges et de préférence en augmentant nos exportations vers la Chine. C'est pour ça que tous les ministres que vous citiez sont en Chine avec le président de la République pour essayer de promouvoir la présence des entreprises françaises en Chine. Emmanuel Lincaud, rééquilibrer les relations commerciales entre deux pays comme la France et la Chine, est-ce que c'est possible si, au fond, auparavant, et quand on vous lit, ou quand on lit Stéphanie Balme, que vous citez, on n'a pas un tout petit peu fait un effort de rééquilibrage des imaginaires et des fantasmes que les Français projettent sur les Chinois et inversement, Emmanuel Lincaud. On est bien d'accord. Il y a une asymétrie d'un point de vue des images et par rapport au fait aussi qu'il y ait une cristallisation autour de la célébration prochaine, dans quelques mois, du 50e anniversaire de la reconnaissance par De Gaulle de la République populaire de Chine. Et finalement, on le sait par ailleurs, c'est un mythe, parce que la France, contrairement à ce que l'on dit et ce que l'on rabâche depuis ces dernières 24 heures, n'a pas été le premier pays occidental non plus à reconnaître la République populaire de Chine. Néanmoins, c'est un mythe qui perdure
nature, et que les Chinois, j'entends le gouvernement de Pékin depuis lors, ne cessent d'instrumentaliser à son profit et aux dépens peut-être paradoxalement des intérêts français. Donc je pense que le voyage du président Hollande aura pour but aussi de dépoussiérer une relation, de rééquilibrer la nature profonde de ces relations qui est très ancienne, qui remonte avant même Montesquieu que vous mentionnez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver d'autres référents, ne pas s'arrêter à la seule célébration gaullienne et à la geste gaulienne, cette reconnaissance qui déjà en 1964 était profondément asymétrique aussi. C'est-à-dire qu'on peut rétrospectivement s'interroger sur... Reconnaissance qui était d'ailleurs souvent et toujours encore teintée d'une vague condescendance tout de même. C'est plus complexe, c'est-à-dire que De Gaulle reconnaissait aussi à son homologue Chiang Kai-shek tout le poids qu'il avait exercé, il lui rendait hommage, tout en reconnaissant au nom de la réelle politique l'autre Chine, celle des communistes. Hein. On sait justement la défiance de Gaulle par rapport à la nature des régimes et l'idéologie même d'une manière générale. On sait par exemple sa relation particulière à la Russie aussi dans le même registre, qu'il refusait de mentionner sous le nom même d'Union soviétique, mais bien de Russie. Hein. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Je pense qu'il s'agit aussi pour François Hollande de rappeler aux Chinois qu'il y a d'autres référents d'un point de vue des mémoires communes franco-chinoises qui sont beaucoup plus anciennes, qui sont peut-être tout aussi riches d'un point de vue également de ce que nous avons en commun. C'est une façon aussi de préparer l'avenir parce que, on le sait, ces relations franco-chinoises d'un point de vue exclusivement politique sont des relations extrêmement complexes, extrêmement ambivalentes aussi, et il va y avoir dans les mois à venir forcément des dossiers sur la table des négociations qui vont fâcher de part et d'autre, et notamment la question des armements. Hein. La vente d'armes françaises en Asie du Sud-Est tout particulièrement, qui risque de courroucer évidemment les dirigeants de Pékin. Pour quelle raison, Tamara, lui ? Surtout, c'est que je pense que la Chine aujourd'hui qui a une position assez embarrassante d'une façon concernant leurs relations avec les pays voisins, avec le Japon, avec le Vietnam, avec tous les autres pays, sur la querelle plutôt sur la mer Méditerranée. Ouais. Donc ce problème-là, la Chine, le gouvernement chinois, tout récent mis en place, a conscience complètement de leur relation avec le Japon, c'est presque foutu. Oui. Il faut encore longtemps pour rétablir. Avec l'Amérique, aux États-Unis, c'est en berne parce qu'ils savent très bien Obama va pas faire grand-chose au deuxième mandat. C'est le seul pays qui peut compter, c'est la France. Pour jouer un peu la carte de vieilles amies, la culture similaire. Donc, le gouvernement chinois espérait beaucoup de la part de la France faire un geste amical, au-delà de courtoisie, c'est plus proche d'un grand frère qui le protège ou qui est devenu un allié. Et Emmanuel Lincoln, un geste amical pour démentir là aussi tous les clichés que l'on a sur une Chine qui se voudrait conquérante et en passe de dominer entièrement le monde, ce que vous démentez, vous, dans votre livre. C'est une façon aussi de reprendre position et de dire que la France n'a pas à rougir de ce qu'elle est. Elle a certes ses défauts, mais aussi ses qualités et des atouts non négligeables que n'a pas l'Allemagne, notamment des atouts diplomatiques. C'est-à-dire que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et si la Chine veut faire passer un certain nombre de messages à la communauté internationale, elle devra bien s'appuyer justement sur la puissance française au niveau diplomatique. Emmanuel Lincoln, Françoise Lemoine, pour terminer cette première partie, est-ce qu'il faut au fond toujours opposer dans ces voyages-là, on le voit dans la presse aujourd'hui, les différentes unes, Libération s'inquiète de ce qu'au fond les droits de l'homme ne seront pas abordés, mais est-ce qu'au fond les questions sont-elles constamment liées ? Non, à mon avis, elles ne sont pas liées. Il y a d'un côté les relations diplomatiques et les négociations qu'on peut avoir avec la Chine sur les problèmes des droits de l'homme et autres. Est-ce qu'il y a contradiction nécessairement ou pas ? Donc, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. D'un autre côté, les hommes d'affaires français, quel que soit l'état des relations diplomatiques et quelle que soit finalement la situation des droits de l'homme en Chine, ils ont naturellement comme stratégie, comme devoir de développer leur présence dans cette économie, qui est la deuxième économie mondiale, qui est l'économie vers laquelle nos exportations, bien qu'on regrette qu'elles progressent moins vite, progressent à un rythme qui est le plus élevé de tous nos marchés. Et en plus,
plus, puisque vous évoquiez la question, l'Asie est devenue maintenant quand même la zone économique du monde dans lequel la croissance est la plus forte. On a véritablement un basculement du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie, et la France ne peut pas éviter d'y être. Voilà, nous vous retrouvons 8h21, c'est l'heure de retrouver sans tarder la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Marc, admettons que je sois Jean-Pierre Raffarin, ou que je sois Martine Aubry, que je sois bref un Sherpa de François Hollande, qu'on est chargé de lui rédiger une note brève sur le pays où il débarque. Eh bien voici ce que je lui écrirais, on peut rêver hein Marc. La Chine est d'ores et déjà la deuxième économie du monde globalisé. Elle a dépassé le Japon, si l'on mesure le PIB au taux de change courant, et elle a doublé l'Allemagne comme premier exportateur mondial. Les experts divergent quant à la date précise à laquelle son PIB dépassera celui des États-Unis, mais c'est prévu, c'est pour bientôt, au cours de la prochaine décennie. Sa compétitivité lui a valu des excédents commerciaux fabuleux, estimés à 3 500 milliards de dollars, dont elle ne sait plus quoi faire, depuis que les bons du Trésor américain, habituel refuge du gros épargnant, rapportent de moins en moins à cause des trucages de la Fed, et que l'énormité de la dette américaine rend vraisemblable une forme ou l'autre de défaut de paiement. Du coup, la Chine diversifie ses placements et investit beaucoup, notamment en Europe, via son fonds souverain. Vous avez vu ce qui est arrivé au port du Pirée. Formidable plateforme à faire entrer en Europe toujours davantage de produits chinois. La Chine n'est déjà plus l'atelier du monde, les salaires de ses employés augmentent très rapidement et elle délocalise à son tour une partie croissante de sa production chez ses voisins asiatiques. Surtout, elle consomme énormément de matières premières et de ressources énergétiques, ce qui l'a conduit, sur le plan diplomatique, à chercher à sécuriser ses voies de navigation en mer de Chine et à revendiquer un leadership incontesté sur sa région. Mais ses prétentions sur les eaux territoriales en mer de Chine orientale et aussi en mer de Chine méridionale sont telles qu'elle a fini par inquiéter ses voisins. Pas seulement le Japon, avec le conflit portant sur les fameuses îles Senkaku ou Diaoyu, selon la puissance en revendiquant la souveraineté, mais aussi le Vietnam, les Philippines, la Malaisie. Les Américains, qui tentent de contenir l'expansion chinoise, lui opposent dorénavant leur partenariat transpacifique. Une zone de libre-échange commercial où ils essaient d'encourager les investissements et de faire respecter le droit de la propriété intellectuelle. Mais ils ne peuvent pas empêcher le basculement de tous les voisins de la Chine dans sa propre attraction commerciale. La Chine est devenue le premier partenaire commercial du Japon lui-même, supplantant les États-Unis. Or, la demande mondiale, comme on sait, s'essouffle et la Chine ne peut plus miser son destin sur la seule carte des exportations. Le pays se trouve à nouveau à la croisée des chemins, alors que le Parti communiste qui dirige le pays sans aucune concurrence vient de renouveler sa direction sans rupture. Les réseaux sociaux donnent de plus en plus d'écho au mécontentement social qui grandit dans le pays. La population est de plus en plus exaspérée par la pollution suscitée par une croissance basée sur l'exploitation du charbon. Les Chinois exigent aussi une purge des cadres corrompus. Le mode de développement qui a permis à la Chine une croissance à un rythme sans précédent dans l'histoire de 10% par an entre les années 1980 et 2010 ne pourra être poursuivi, car simplement, je le disais, la demande mondiale ne suit plus. Alors le réservoir de main-d'œuvre peu exigeante venue des campagnes va se tarir, la classe moyenne éduquée des grandes villes est de plus en plus exigeante en matière de nourriture et de logement en particulier. La nouvelle équipe dirigeante est-elle à la hauteur ? Sur le site du Carnegie Endowment, les auteurs d'une note bien informée font part de leurs doutes. Les conditions réunies, disent-ils, à la fin des années 90, celles qui ont permis à Zhu Rongji une vague de réformes, n'existent pas pour le moment. Trop de forces politiques et sociales ont intérêt au statu quo et le parti unique est trop attaché à la stabilité politique pour déclencher un nouveau grand chambardement. Et bien voilà ce que j'écrirais, Marc, si j'étais chargé d'une note très très synthétique pour le président de la République, mais j'imagine qu'il a sûrement quelque chose de beaucoup plus élaboré dans sa serviette en arrivant à Pékin. Voilà, et quelques auditeurs réagissent en disant au fond que Dieu nous garde, que Brice Couturier se transforme en Martine Aubry. Votre chronique à retrouver sur franceculture.fr. Alors je voyais Françoise Lemoine parmi nos invités, Emmanuel Linco et Tamara lui me regarder et disant mais au fond on n'en a plus rien à dire, il a tout dit Brice Couturier. Allons Françoise Lemoine.
Non, mais je crois que c'est très très juste ce que vous venez de dire. Et on sait très bien, et je pense que le gouvernement chinois aussi a pris conscience du fait que les 20 prochaines années pour la Chine ne pouvaient pas, sur le plan économique, suivre le même modèle que celui qui avait fait ses succès depuis 30 ans. Et c'est bien là qu'est le problème. Les conditions internes ont changé, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y a une raréfaction de la main-d'œuvre. La population en âge de travailler a commencé à diminuer. Donc on est loin de l'afflux de main-d'œuvre qui avait caractérisé les 30 dernières années. Les conditions externes, l'environnement international n'est plus du tout celui des années 2000 où il y avait une demande américaine en expansion. Donc les salaires, par ailleurs, du fait de la raréfaction de la main-d'œuvre, les salaires augmentent et du fait aussi de l'amélioration du niveau de vie. Donc la Chine doit changer de modèle. Elle le sait. Le plan quinquennal de 2006-2010 prévoyait déjà un changement de modèle. Il n'a pas réussi à être mis en œuvre. Ça a été au contraire une accentuation des déséquilibres. On a repris dans le plan quinquennal actuel 2011-2015 les mêmes orientations, rééquilibrer la croissance, faire plus de qualité, moins de quantité, développer la consommation des ménages, développer les services plus que l'industrie, réduire la pollution. On sait très bien, les gouvernements chinois successifs ont bien mis en avant la nécessité d'une inflexion. Le plus difficile, c'est de faire passer ça dans les faits. Et effectivement, là, c'est un problème politique. Là, c'est très difficile de changer un modèle qui, pendant 30 ans, a fait tout votre succès. Mais en même temps, si on veut continuer et ne pas tomber dans les pièges qui guettent la Chine, il faut d'une manière ou d'une autre, si on ne veut pas rentrer dans le mur, changer les orientations. Emmanuel Linco, et puis Tamara lui, Emmanuel Linco. Bon, on le sait bien, cette société dite harmonieuse ne l'est pas du tout. Alors, elle est totalement ça fait partie, entre autres, des choses que vous essayez vraiment de combattre comme cliché à longueur de vos pages. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'on découvre enfin que la société chinoise n'est pas du tout une société bloc, c'est pas un monolithe, c'est une société d'individus, un agrégat d'individus avec de plus en plus de singularités qui sont clairement revendiquées, y compris auprès des minorités ethniques dont les Ouïghours. Et donc cela change la donne aussi, c'est-à-dire que le gouvernement central ne pourra pas répondre à tout. Et ça peut être aussi une chance pour la diplomatie française dans toute sa diversité aussi, c'est-à-dire que François Hollande, certes, est le porte-parole d'un pays, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres diplomaties qui se développent, notamment la diplomatie parlementaire, les jumelages, les sociétés civiles, dont chinoises, dont françaises. Et donc ça aussi, c'est un avenir dont il va falloir tenir compte. Tamara, lui ? Peut-être je rajoutais juste une phrase dans le note que vous l'avez proposé. C'est plutôt ce que les Chinois aujourd'hui, qui sont jamais aussi fiers d'être un Chinois. Sur tous les plans, sans parler de tous les problèmes sociétaux et toutes les pollutions. Mais un Chinois aujourd'hui qui vit dans ce pays, qui se rend compte qu'en si peu de temps, on dépasse les pays orientaux. Donc pour eux, c'est une fierté que ne peut pas être d'avoir des frissons, d'être vexé. C'est une fierté qui attend d'être flattée. Brice. Oui, justement, je suis tombé sur une note très intéressante sur le site Project Syndicate de John Lee qui s'appelle La Chine revancharde et qui montre qu'effectivement la Chine a été longtemps humiliée au 19e siècle par les puissances occidentales et qu'aujourd'hui elle aspire à être traitée non pas comme une égale dans sa région, mais comme supérieure et comme exerçant un leadership, et que les Américains jouent beaucoup aujourd'hui pour essayer de contenir l'expansion chinoise sur ce sentiment de nationalisme blessé qu'éprouvent par exemple les Philippins ou les Vietnamiens aujourd'hui, bien sûr les Japonais, mais ça c'est une plus longue histoire, devant la volonté de leadership que revendiquent aujourd'hui les Chinois, la Chine sur sa région. Tamara, lui, vous confirmez ? Oui, surtout c'est que le deuxième visite de nouveau président Xi Jinping n'est pas allé dans un pays en Europe, plutôt en Afrique. C'est une façon d'assumer son rôle de grand frère. Il jouait avec tous les pays en Afrique. Nous sommes des frères. Il y a 20 ans qu'on est en train de développer. On était développés en même temps, mais aujourd'hui on vous dépasse. Et maintenant on vous rassure, on assume tous les problèmes en Afrique. Donc c'est un rôle qui est romantique et qui ne peut pas négligeable. Emmanuel Linco. Et avant l'Afrique, la Russie. Ne pas oublier justement cette relation de nouveau très, très étroite entre Moscou et Pékin. Néanmoins, c'est vrai que ce nationalisme revanchard qui a évidemment ses causes historiques que l'on sait tous, les guerres de l'opium, etc., ça dénote évidemment une fragilité très réelle. Et en même temps, ça dénote... fragilité de quoi ? De la société chinoise ou des sociétés asiatiques d'une manière générale, parce que revendiquer justement une sorte de supériorité, etc.,
je pense aussi qu'il y a une autre partie de la société chinoise qui n'a pas dit encore son mot, qui est beaucoup plus décomplexée dans tous les sens du terme et qui ne souscrit pas nécessairement à ce nationalisme revanchard dangereux. Et c'est même, je crois, la majorité de la population chinoise. Parce que les relations, sino-japonaises, évidemment, crispent une partie de l'opinion, mais c'est une partie seulement. Agnès Benassi-Kéré, je vous vois vouloir intervenir. Oui, Brice Couturier est un très bon diplomate parce qu'il a oublié un sujet qui fâche, qui est le sujet des finances locales, qui sont absolument catastrophiques. On sait que les provinces, les localités sont fortement endettées de manière indirecte, d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas le droit, mais elles ont des véhicules d'endettement. Certains analystes pensent qu'il y a un Lehman Brothers en gestation en Chine. Donc, j'aurais interrogé un peu qui porterait dans quel domaine? Finances locales, ça signifie quoi? Finances locales, c'est la dette, des gouvernements locaux, qui ne serait pas solvable. Juste un mot sur la question, bien que je ne sois pas économiste, mais je pense que vous souscrirez a priori à ces impressions-là. Lorsque vous traversez le grand ouest du pays et lorsque vous allez dans les régions, entre guillemets, improbables, l'Ordos, la Mongolie intérieure, vous avez des villes artificielles sorties du désert de Gobi, vides d'habitants. Donc il y a une spéculation immobilière qui est terriblement inquiétante. C'est-à-dire que c'est l'Espagne à la puissance 1000, c'est-à-dire à l'échelle d'un État-continent, 19 fois la France. Oui, donc il faut rappeler qu'ils sont, vous êtes 1,350 milliard de Chinois en Chine, Tamara Lui. Sans oublier, c'est un territoire tellement vaste. Tout à l'heure, on a entendu l'éditeur politique de Uyghur, mais aujourd'hui, Uyghur, il fait à peu près 1/9 du territoire en l'ensemble de pays. C'est un endroit à défricher, en fait. C'était l'occupé pendant longtemps par l'armée chinoise, de la majorité, se sont dit, pour essayer de dominer la minorité. Et aujourd'hui, c'est l'endroit vaste à développement. Et d'où vient l'argent, d'où vient le financement? Aujourd'hui, il vient en France faire de l'appel d'offres pour essayer de développer dans un coin complètement perdu de la Chine. Mais alors, attendez, dites-moi, Françoise Lemoine, si je retourne bien la question et la remarque d'Agnès Benassi-Kéré, cela veut dire que s'il y a quand même une sorte de Lehman Brothers chinois, c'est quand même totalement la fin du monde, parce que non mais si l'on dit que la dette américaine est dans les mains des Chinois, que le nombre de financements dans le monde de subsistance de ports grecs ou portugais sont dans la main des Chinois, si l'Afrique est dépendante de plus en plus de la question des Chinois, on l'a vu d'ailleurs en déplacement, les Chinois à Dakar, les Chinois à Bamako, si l'économie chinoise doit s'effondrer ou une part de cet effondrement est dû à une sorte d'élément chinois, dites-moi, il faut apprendre à respirer sous l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Non mais quelle est la pertinence de ce que dit, pardonnez-moi Agnès, de ce que dit Agnès Benassi-Kéré? Je ne critiquerai certainement pas la pertinence du jugement d'Agnès. Non mais ça veut dire quoi dessous? Oui. Il y a effectivement un gros problème d'endettement des finances locales chinoises qui est très lié au plan de relance qui a été mis en place depuis 2008 pour relancer la croissance, qui s'est passé par un développement excessif des investissements, et ceci a été financé par des prêts bancaires qui ont été accordés à des sociétés soutenues par des gouvernements locaux. Donc ça veut dire que à côté de la dette officielle ils ont leur Dexia, quoi. Oui, ils ont leur Dexia. Ceci étant, je pense que il me semble que le scénario catastrophique, excusez-moi, Tamara, n'est quand même pas le plus certain. Oui. Je pense que même si on intègre la dette des gouvernements locaux dans l'ensemble de la dette publique chinoise, on est en dessous de 90% du PIB, qui est le taux qu'Agnès considérait tout à l'heure comme vraiment critique. Donc je pense qu'il y a un réel problème, mais je pense, en tout cas un certain nombre d'analystes considèrent qu'il est maîtrisable compte tenu de l'état global des finances publiques chinoises. Mais je voudrais ajouter juste un point. C'est assez représentatif de ce qu'on disait tout à l'heure sur les groupes d'intérêt en Chine. L'immobilier est devenu un énorme groupe d'intérêt et le secteur immobilier qui contribue pour à peu près 15% de l'investissement, pour 15% du PIB par son investissement, est devenu un secteur qui tient en otage en quelque sorte le gouvernement central et les gouvernements locaux en disant si l'immobilier s'effondre, l'économie chinoise s'effondre. Et c'est pour ça que le gouvernement central a énormément de difficultés à maîtriser la bulle immobilière. Il l'a maîtrisée dans un premier temps, et puis tout simplement en gelant les ventes de terrains agricoles aux municipalités, en limitant la possibilité de transformer des terres agricoles
en terrain à bâtir. Mais on voit que ça repart, parce que justement, il y a cette pression en faveur de la croissance, de l'investissement, qui est très fort au plan local. Mais alors, pour essayer justement d'éclaircir encore après Montesquieu, citant Pascal, la Chine obscurcit, mais il y a clarté à trouver, cherchez-la. Alors, comment du coup interpréter l'idée qu'au fond les Chinois auraient réussi le théorème à la fois d'un libéralisme dirigé par justement un pouvoir central communiste, cet Tabar à lui, puisqu'on parle toujours, et ici en France on se démêle jamais bien de cette question-là, sauf les économistes, de l'idée qu'il y a au fond finalement un capitalisme de marché, mais dirigé par un pouvoir central qui du coup serait arrivé ou arriverait à régler les débordements de ce que serait le libéralisme. Mais du coup ça n'est pas le cas. S'il y a Lehman Brothers chinois, ça veut dire que même la Chine avec son économie dirigée n'aura rien dirigé du tout. Justement, c'est ça n'était pas de toutes nos surprises pendant toutes ces 20 dernières années. Effectivement, depuis l'année dernière, le gouvernement chinois essaie de faire la réforme bancaire en Chine. Aujourd'hui, de quoi ça donne? Peut-être faut voir localement, dans des provinces, dans des villes. Le problème vient de là, c'est qu'il y a des prêts par des privés avec un taux très, très, très élevé, parce que la banque publique qui prête très peu aux investissements de petits PME, PMI en Chine. Donc, le gouvernement chinois a mis en place une réforme bancaire l'année dernière. Le but, justement, contrôler ce débordement. Emmanuel Linco. En fait, la Chine est confrontée, effectivement, vous le dites bien, à une sorte de pari pascalien. C'est-à-dire qu'elle mise tout sur l'innovation technologique, justement, pour transcender ces difficultés, qui sont de 3 ordres, je dirais. Vous avez le problème de l'environnement. Lorsque vous êtes à Pékin, vous inhalez l'équivalent de 2 paquets de cigarettes par jour. Vous avez le problème de la spéculation que l'on a évoquée, spéculation immobilière. Et enfin, le prolétariat intellectuel. Si bien qu'on est dans une situation, je dirais, pré-Tiananmen, d'un point de vue des configurations pré-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 ans, pour dire vite les choses, on est passé de 6 millions d'étudiants à 36 millions d'étudiants. En Chine, aujourd'hui, chaque semaine, je dis bien chaque semaine, vous avez 2 universités qui sont créées. Que vont faire ces gens, justement, quand ils vont arriver sur le marché du travail? Donc, gros problème. Difficulté également à remettre en cause aussi un modèle qui, jusqu'à présent, a été considéré comme performant depuis ces 30 dernières années, il est vrai, qui s'est vendu, qui s'est exporté tantôt du côté russe, tantôt du côté des élites arabes, et en même temps, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Brice Couturier. Oui, je voudrais qu'on discute de ça, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, Marc a mis le doigt sur le sujet. C'est un pays communiste, doté d'un parti unique, qui invoque rituellement les classiques du marxisme. Enfin, on sait bien que de toute façon, dans la fin de l'Union soviétique et du bloc de l'Est dans les années 70-80, aucun dirigeant, en tous les cas en Europe centrale, ne croyait plus au marxisme, mais ça faisait partie du rituel, il fallait invoquer la lutte des classes, la dictature du prolétariat, etc. Mais en même temps, il dirige ce parti communiste, un système non seulement libéral, mais par certains aspects ultra-libéral, puisqu'on y exploite les ouvriers de manière insensée et que les droits sociaux sont extrêmement faibles. On ne peut pas dire le contraire. Par ailleurs, et c'est une des causes du blocage du système actuel, il y a un système public, un système d'État qui est énorme, surdimensionné, surprotégé aussi, et un système bancaire qui favorise systématiquement ce secteur public parce qu'il est dans la main des oligarques locaux qui sont membres du parti et qu'il y a une espèce de corruption. Comment expliquez-vous que ce système fonctionne et surtout pourquoi fascine-t-il le reste de l'ancien tiers-monde qui se dit qu'il y a là un moyen de se développer rapidement qui a l'air beaucoup plus efficace que le nôtre? Voilà, et tout le temps, au fond, ne mégotant pas sur les questions de démocratie, avec ce paradoxe de Montesquieu que le marché n'amène pas nécessairement la démocratie. Emmanuel Linco, vous consacrez de très nombreuses pages à ces questions-là dans votre livre, justement. Il est relativement performant, ce système, parce que, comparé à la situation qu'a connue la Chine dans l'entre-deux-guerres, évidemment, il n'y avait plus d'État. C'était vraiment une situation anarchique. Et donc, tous les Chinois évidemment, ont une mémoire longue et regardent dans le rétroviseur les humiliations du passé. Donc, un État fort qui veille, je dirais, à la redistribution des richesses. Et donc, on n'est pas dans une configuration capitalisme sauvage, comme on le décrit d'une manière abusive, je crois. Il y a des parties de l'économie chinoise qui sont dans cette situation-là. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Alors, je crois qu'il y a en Chine une coexistence de plusieurs types de capitalisme. Il y a du capitalisme d'État dans ces grandes entreprises publiques qui ont été en fait investies par le Parti communiste. Le Parti communiste est une élite à la fois politique et économique qui est rentrée dans le système capitaliste et qui le fait prospérer. Il y a des communautés, au contraire, de la petite entreprise privée qui est aussi extrêmement dynamique, sachant que toute petite entreprise privée qui veut devenir grande en Chine a besoin
de relations avec l'État et ne peut rester indépendante du pouvoir politique. Il y a la communauté des Chinois d'outre-mer qui est très active, il y a le capitalisme des entreprises étrangères en Chine qui est aussi extrêmement présent. Donc il y a une variété de capitalisme qui... C'est un système en définitive profondément hybride, à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles et c'est pour cette raison que la Chine n'entre pas dans nos catégories type sciences politiques, avec d'un côté la démocratie et la dictature, évidemment. C'est beaucoup plus complexe, mais l'autre grand enjeu du pouvoir actuel, et en cela peut-être que la France, entre guillemets, pourrait avoir une expérience et en tout cas un savoir-faire dans ce domaine, l'autre grand enjeu, c'est celui de la séparation des pouvoirs, parce que, évidemment, on est dans le problème majeur, celui du conflit d'intérêts entre les élites du parti, les élites locales, et donc il y a un problème de confiance qui est généré par cette configuration. Donc il faut aussi remettre à l'honneur la Constitution, il faut réveiller la belle endormie, comme le dit si bien Stéphanie Balm dans son ouvrage, et veiller à ce que le judiciaire soit séparé de l'exécutif, pour qu'il n'y ait plus ces conflits d'intérêts qui sont extrêmement préjudiciables pour l'ensemble de la société chinoise. Tamara, lui, je pense que la plupart des Chinois qui vivent en Chine aujourd'hui qui se plaignent pas vraiment le régime politique, c'est pas leur souci quotidien. La grande majorité ne s'en plaint pas. Pas du tout. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement central qui savent maintenir les gens qui profitent complètement de ces systèmes, ces richesses, maintenir au pouvoir. Tu fais toutes ces personnes qui sont au top de leadership, qui maintiennent leur position, leur richesse, leurs privilèges, et eux, ils ne veulent pas changer les systèmes politiques. Ils ne veulent pas que un jour ou l'autre, que leurs privilèges qui perdraient facilement. Agnès Benassi-Carré. Oui, je ne dirais pas que le système économique chinois est ultra-libéral, je dirais plutôt qu'il est ultra-capitaliste. La part des ménages dans les revenus du pays n'a cessé de diminuer. Enfin, c'est quand même étonnant pour un pays soi-disant communiste. Et donc, quand on regarde les entreprises publiques, il y a un énorme profit. Ce profit, donc les entreprises publiques ne jouent plus leur rôle social antérieur, mais s'assaillent sur les profits, ne redistribuent pas aux travailleurs, ce profit n'est pas finalement taxé et il n'est pas redistribué à personne. Et donc, on a quand même une situation ultra-capitaliste, moi je dirais. Brice? Alors, la note que je citais du Carnegie Endowment for International Peace, qui s'appelle The Rise of China as a Reformers, il a une note assez compacte, dit qu'en fait, analyse la situation des élites chinoises dont on parlait en les décrivant en trois familles. Il y a les cyniques économiques, ceux qui pensent que la bulle immobilière s'est tellement aggravée qu'il faut toucher à rien. Il y a ce qu'ils appellent les social doomsayers, ceux qui prédisent la catastrophe sociale, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 100 000 grèves ou manifestations de mécontentement social chaque année en Chine aujourd'hui, et qui pensent qu'il faut préserver la stabilité politique et sociale, et donc ne toucher à rien. Et il y a, j'aime beaucoup le troisième groupe, le political doubters, ceux qui doutent simplement pour des raisons politiques, parce que, comme on le disait, il y a une interconnexion extrêmement forte entre le parti, l'élite politique et l'élite économique, et ceux-là aussi ont intérêt à ce que rien ne bouge. Donc finalement, dit la note, ces trois groupes conjuguent leurs efforts pour que ça ne bouge plus, qu'on n'ait pas le type de grande vague de réformes qu'on a connu à la fin des années 90. Alors même que ces réformes, encore une fois, tout le monde les considère comme nécessaires. Françoise Lemoine. Oui, je crois que Brice Couturier a raison. Il y a un débat en Chine sur ce qu'il faut faire à l'avenir. Et il y a effectivement... Qui va d'ailleurs contre le cliché aussi qu'il n'y aurait pas de débat en Chine, pas de manifestation, absolument, il y a un vrai débat ouvert, intellectuel, et notamment sur le plan économique, un débat sur des stratégies absolument divergentes, qui sont d'une part le libéralisme, il faut tout privatiser les grandes entreprises d'État, privatiser les banques, ouvrir complètement le compte de capital, laisser les capitaux entrer et sortir. Ça, c'est une première tendance qui est représentée par un certain nombre d'économistes en Chine. Et puis, vous avez une autre tendance qu'on appelle, je ne sais pas quel est le terme en Chine, la nouvelle gauche, qui sont au contraire des économistes chinois qui préconisent le maintien d'une planification stratégique
politique, la redistribution, une meilleure redistribution, le développement de la sécurité sociale pour favoriser l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, une croissance plus qualitative. Et je crois que ce débat existe. Le problème du système politique, effectivement, est qu'il a du mal à trancher. Je pense que dans une société qui est de plus en plus différenciée, parce qu'elle se développe, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait des groupes d'intérêts avec des intérêts extrêmement divergents. Le problème est de savoir qui tranche. En démocratie, c'est la règle de la majorité. Dans un pouvoir monolithique, même si le parti s'est efforcé de diversifier lui aussi son recrutement, qui est-ce qui tranche? Comment on tranche entre les groupes d'intérêts? Cette question-là, vous la posez, on va la poser, et elle va peut-être y répondre justement à notre invitée chinoise du jour, Tamara Lui, du bureau. Je n'ai pas la réponse de Madame Lohmann, mais au moins il y a des discussions entre nous, les jeunes en Chine, c'est que voir la crise économique qui était déclenchée par pays occidentaux, les pays. Alors les Chinois posent la question, quel système est plus solide à survivre dans une telle crise? Aujourd'hui, la Chine est moins affaiblie par rapport à d'autres pays. Donc, ça renforce l'idée de la régime politique aujourd'hui pour le gouvernement chinois, y compris le peuple. Ils pensent que quand des crises comme ça, qu'est-ce qui nous protège? Finalement, c'est le gouvernement qui nous protège. Alors, pour une fois, on ne va pas très loin, mais juste pour protéger notre vie, et ça suffit. Donc, ça, c'est quelque chose qui renforce notre idée sur le régime politique aujourd'hui. Même le gouvernement chinois qui se pose ces questions. Quel est le modèle idéal? Eux, ils revendiquent toujours la Chine fera un jour démocratie, mais pas celle que vous entendez. Est-ce que justement vous êtes agacé parfois par l'angélisme ou l'universalisme occidental et européen sur cette question de la démocratie et des droits de l'homme, pour le dire comme ça, Tamara Lui, ici régulièrement le vendredi, Hubert Védrine nous dit l'angélisme universaliste du siècle des Lumières, les Chinois, les Indiens n'en ont rien à faire sous cette forme-là nécessairement. Mais est-ce que vous partagez ça ou pas? Parce qu'après tout, juste au moment par exemple des révolutions arabes, on a bien vu des grands intellectuels arabes dire écoutez, les droits de l'homme, ils ne sont pas que pour vous, ils sont aussi pour nous. Et votre universalisme nous correspond tout simplement à la question humaine. Alors, comment on départage cette question-là? Je pense que c'est culturel. Vraiment, c'est chez nous qu'on n'a pas les mêmes idées sur l'individualisme. Donc, c'est là qui nous différencie. Alors, pour les Chinois, on a dit on en a marre de toutes les révolutions sanguinaires, d'une façon, et qui a des morts qui font plutôt sauter par un échec. Alors, pourquoi pas on fait des révolutions silencieuses? Aujourd'hui, l'Internet, le Weibo, équivalent de Twitter, qui permettent de faire ces genres de révolutions printemps chinois, mais pas dans la rue, mais plutôt sur l'Internet. Donc ça, c'est pour les jeunes, ça leur permet de trouver une voie d'exprimer. Pour terminer cette émission, et tout de même être fidèle à la tradition française qu'il nous faut parler quand on parle de la Chine, évidemment des droits de l'homme, je voudrais vous faire écouter Jean-Jacques Augier, qui est co-auteur notamment, vous le savez, du dictionnaire impertinent de la Chine. Jean-Jacques Augier, que l'on a connu récemment dans l'actualité pour connaître sa contribution à l'essor de l'économie chinoise. Il est au micro de Tanguy Bloom et il dit que dans son dictionnaire, son mot préféré, au fond, il se trouve à la lettre W. Et il s'agit bien sûr de Ai Weiwei. Le mot préféré, je vais vous dire, c'est celui de Ai Weiwei. C'est donc un plasticien extraordinairement connu en Chine et à l'étranger. Certains des personnages très connus à l'étranger pour représenter la Chine sont parfois complètement inconnus dans leur propre pays. Ai Weiwei, ce n'est pas le cas. C'est une méga star aussi bien à l'étranger qu'en Chine. C'est un personnage aussi très controversé. Parce qu'il est vraiment défenseur d'idées de liberté. Il n'est jamais le dernier à se manifester pour défendre des personnes qui sont opprimées. En même temps, c'est un homme d'affaires. Il vend extrêmement cher ses propres installations ou ses créations. Mais il a participé à la conception du nid d'oiseau pour les Jeux Olympiques de Pékin. Donc il est quand même assez bien vu par le pouvoir en place. Ce qu'on lui reproche un petit peu, c'est de ne pas défendre une idée préconçu qu'on a de ce que devrait être la Chine et de ce qu'il faudrait défendre en Chine. Voilà. Donc ça, moi j'aime bien, parce que c'est un personnage complexe, si vous voulez, à multiples facettes, qui au fond est un des personnages qui aujourd'hui existe, compte et donne une idée de ce qu'est la Chine d'aujourd'hui. Voilà, Jean-Jacques Augier qui, avec Renaud de Spins, publie le dictionnaire impertinent de la Chine. Beaucoup d'enjeux, on le voit dans cette visite. Alors, on n'a pas pu tout évoquer. Mais par exemple, pourquoi les Échos s'en font l'écho, justement? Par exemple, le
Le cinéma français veut faire une plus grande production à ses productions dans l'Empire du Milieu. Vous parlez du mépris, vous, de votre régal, hein, Emmanuel Lincourt, de vous regarder le mépris en Chine un jour, voilà, et de vous sentir du coup très très français en voyant le mépris. Mais par exemple, le mépris, vos amis ou vos copines chinoises, elles l'ont vu comment, Jean-Luc Godard? Le mépris est intéressant parce qu'il est ambivalent. C'est aussi la méprise, c'est-à-dire donc le malentendu et un problème aussi de langage, de partage de langage précisément. Bon, la Chine, oui, effectivement, en tant que marché culturel, pour dire les choses prosaïquement, c'est un avenir de la France, assurément. Et c'est une façon aussi de rappeler, peut-être à la faveur de cette visite du président Hollande, que la Chine, c'est aussi, encore une fois, des individus. Ai Weiwei a été mentionné à l'instant. Ai Weiwei porte en lui toute la complexité de la Chine. C'est à la fois un fils issu de la nomenclatura, mais aussi un dissident, un grand libertaire, anarchisant à sa manière, taoïste de culture, performateur, architecte et grand amoureux également de la culture française. Et donc, plutôt que de voir à travers la visite du président Hollande la visite d'un seul VRP, il y a aussi, au-delà même du côté VRP, Vanderbus, que sais-je encore, une dimension humaine, humaine et culturelle française. On va vous donner le dernier mot. Un mot, Françoise Lemoine, sur cette question du cinéma, ou pensez on se dit quoi? On se dit quoi? On se dit qu'on a quoi? On a 1,350 milliard de spectateurs possibles, c'est ça, pour faire marcher les tickets du CNC? Parce que je pense que ce qui change beaucoup aussi, c'est qu'il y a une montée de classes moyennes en Chine, qui sont des classes moyennes qui n'existaient pas il y a 30 ans, qui ont un certain niveau de vie, même si ce n'est pas celui de nos classes moyennes, et qui maintenant sont quand même très préoccupés par la détérioration de l'environnement, qui sont très attachés, enfin qui ont très envie de mieux se nourrir, mieux se soigner, mieux vivre finalement. Et dans ce domaine-là, je pense que les entreprises françaises peuvent leur apporter. Tamara, lui. Sans toute la presse qui parle beaucoup de Jean-Jacques Hano, qui fait son repérage, un premier film coproduit franco-chinois en Chine. En plus, il s'adapte à un roman fasque de notre époque, traité de relations entre l'homme et le loup. Selon les Chinois, nous ne sommes pas les descendants de dragons, mais plutôt de loups. Donc Jean-Jacques Hano, qui est en train de commencer son aventure en Chine, jusqu'à la Mongolie, l'intérieur. Donc c'est la première production, super production. Ça suscite beaucoup l'intérêt dans notre communauté. Ça fait couler beaucoup d'encre. Encore qu'Hano, qu'il a fait 7 ans au Tibet, il y a presque 15 ans, que ça suscitait beaucoup de polémiques avec l'histoire de Tibet. Donc, est-ce que c'est une réconciliation? Et pourquoi pas? Mais on va ça d'un peu d'œil. À suivre. Donc, merci à vous trois, Françoise Lemoine, Emmanuel Lincourt, Tamara Lui. Emmanuel Lincourt, je le rappelle, Esquisse de Chine aux éditions Belin. Également, L'économie de la Chine de Françoise Lemoine à la découverte. Et puis, donc, La tentation de la Chine dans la très belle collection des idées reçues au Cavalier Bleu de Stéphanie Balm.